Bonjour Capucine, je suis Christian Couturier, je suis chirurgien de la main. J'ai créé un centre de chirurgie de la main. Quel était l'objet de ce centre? J'ai créé un des plus gros centres d'urgence main d'Île-de-France, à Trappes dans les Yvelines, et il y avait tout un pan de l'activité qui concernait les pathologies dégénératives, et notamment l'arthrose, que l'on ne prenait pas tellement en charge dans ce centre, enfin pas tellement de manière spécifique. Ce qui fait qu'à Montigny-le-Bretonneux, avec certains de mes associés fondateurs de ce centre yvelinois, on a créé un centre de consultation qui est plutôt dédié aux pathologies dégénératives et à l'arthrose, entre autres, avec une vision un petit peu plus large de la prise en charge médicale que simplement l'acte technique chirurgical. Alors, est-ce que je travaille toujours dans une logique de médecine intégrative? Alors, la médecine intégrative, pour moi, est l'association des différentes médecines. On a la culture de notre médecine allopathique occidentale, qui est une très bonne médecine, parfaitement validée et contrôlée, mais elle a des limites, et notamment dans un certain nombre de pathologies, comme les pathologies dégénératives de la main, et notamment l'arthrose, où bien souvent on dit aux gens, c'est l'âge, il n'y a rien à faire. Et il est vrai qu'en médecine allopathique, à part la cortisone et les anti-inflammatoires, quand on est sorti de ça, des petites attelles, bien souvent, on est limité. Et dans ces pathologies-là, on a tout un tas d'autres options thérapeutiques qui peuvent aider les patients. Et ces options thérapeutiques sont souvent sur des médecines complémentaires, plus ou moins proches de la médecine allopathique d'ailleurs. Et c'est le fait de les associer qui renforce, si vous voulez, la prise en charge thérapeutique. Et c'est toute la richesse de ce que l'on peut proposer aux patients en médecine intégrative, qui, comme son nom l'indique, ne sépare pas les pratiques, mais les associe, qu'on arrive à améliorer la prise en charge globale de ces patients, pour tout ce qui est non chirurgical en tout cas. Alors est-ce que je peux citer quelques médecines qui nous ont aidés? Oui, on utilise volontiers les compétences des ostéopathes, de l'acupuncture, de la médecine traditionnelle chinoise, de l'hypnothérapie, de l'auriculothérapie. On peut utiliser un petit peu différemment la naturopathie, qui apporte une connaissance supplémentaire sur le fonctionnement de la machine humaine et de ce qui peut être bon ou plus ou moins bon pour l'appareil ostéo-articulaire. Voilà les médecines que l'on utilise le plus fréquemment dans nos pratiques. Alors pour moi, la définition de la médecine intégrative, c'est l'association de compétences thérapeutiques, certaines qui sont médicales, validées comme tout ce qui dépend de l'allopathie, certaines qui sont validées par des formations spécifiques, on le voit par exemple en auriculothérapie où il y a des diplômes universitaires spécifiques, les ostéopathes qui ont des processus de formation très spécifiques également, et puis d'autres médecines qu'on maîtrise un petit peu moins, qui sont des pratiques médicales qui sont faites par des non-médecins. Alors en France, on les appelle des médecines douces. J'aime pas trop ce terme parce que c'est des médecines qui ont toute la valeur qu'on accorde à la médecine allopathique dans d'autres cultures, dans d'autres pays, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise qui est plurimillénaire et qui a fait toute la preuve de son efficacité dans ces cultures orientales. Alors qu'est-ce que je propose concrètement à mes patients ? La plupart des gens qui viennent me voir en consultation ont des problèmes dégénératifs sur la main, le poignet, le membre supérieur. C'est de l'arthrose, c'est des tendinites, c'est des maladies chroniques. Et évidemment, je leur propose la chirurgie quand ils sont au stade de la chirurgie, mais l'immense majorité d'entre eux n'a pas besoin d'un chirurgien. Ils viennent parce qu'ils ont mal à la main, ils viennent voir un spécialiste de la main. Alors il est évident que je peux leur proposer bien sûr la médecine allopathique, classique, les attelles, la kiné, avec la physiothérapie, les anti-inflammatoires, les antalgiques, comme on prescrit toujours. Et puis de temps en temps, ils ne les supportent pas, de temps en temps ça ne suffit pas, même bien souvent les gens en ont marre de prendre des médicaments, ils viennent justement parce qu'ils sont au bout d'un processus d'inefficacité, d'échec thérapeutique dans notre médecine classique occidentale. Et alors là, on peut leur proposer des médecines innovantes. J'utilise beaucoup les injections de plasma riche en plaquettes, par exemple, qui sont des méthodes assez récentes pour ce qui est de l'arthrose en tout cas, et qui ont encore besoin de faire la preuve de leur efficacité, et qui sont quand même régulièrement utilisées en dehors de chez nous, en France. Et je leur propose à ce moment-là de s'ouvrir à d'autres pratiques.
utiliser par exemple l'acupuncture pour traiter les douleurs, l'inflammation, utiliser l'hypnose quand il y a un facteur de stress très associé à cette douleur chronique, parce que quand vous avez une douleur chronique, vous avez une souffrance physique, mais une souffrance morale qui finit par s'installer. Et donc on peut aider les gens, soit avec une psychothérapie, on reste dans le domaine de l'allopathie, soit effectivement avec des médecines comme l'hypnothérapie. La naturopathie est une médecine, une pratique intéressante parce que ça permet de faire prendre conscience aux individus que l'environnement dans lequel ils vivent et ce qu'ils mettent dans la machine humaine va influencer le rapport qu'ils ont avec leur corps et donc la manière dont le corps va fonctionner. Je vais vous donner un exemple très concret. On sait pertinemment aujourd'hui que le lait de vache, chez certaines personnes adultes, est très mal digéré. Et depuis toutes les découvertes que l'on a faites sur le troisième cerveau, qui est notre tube digestif, on sait qu'il y a des impacts, avec le gluten par exemple, sur des inflammations chroniques qui vont permettre des réactions inflammatoires, auto-immunes, qui vont influencer les douleurs ostéo-articulaires et l'inflammation chronique. Donc c'est intéressant de comprendre ça. Et pour ça, il faut des praticiens qui soient un petit peu expérimentés, avertis, qui connaissent les pathologies et qui ne soient pas exclusifs. Parce que la médecine intégrative, ce n'est pas simplement l'allopathie qui doit accepter des médecines complémentaires, c'est aussi les médecines complémentaires qui acceptent de travailler et d'être évaluées avec des allopathes. Et c'est ça l'intégration des compétences. Alors est-ce que je sens, c'est quelque chose qui est demandé par les patients ? Oui, effectivement, il y a une demande. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand les gens viennent me voir, très souvent, c'est parce qu'ils arrivent au bout de quelque chose. Ils ont essayé la médecine occidentale, notre médecine allopathique, qui pour un certain nombre fonctionne très bien, mais pour un certain nombre, et malheureusement beaucoup, ça ne suffit pas. Et donc ils viennent chercher autre chose. Alors ils viennent souvent demander l'avis du chirurgien sur ce que je peux faire techniquement, mais il y a des tas de situations où il n'y a pas besoin de chirurgie. Et donc les opérer pour un résultat hypothétique, alors qu'il n'y a pas l'indication, parce que c'est ça qui est important, c'est l'indication, le service rendu au patient, le rapport bénéfice-risque, est-ce qu'il faut le faire? Quand il n'y a pas ces indications-là, il n'y a aucune raison de leur faire des opérations. Et donc, ils viennent pour se renseigner sur ce qu'on peut faire. Et le fait d'ouvrir leur esprit, de leur dire, il y a d'autres pratiques qui peuvent vous aider. Alors moi, je leur dis toujours, vous pouvez avoir des pratiques complémentaires qui vont vous aider, mais il ne faut pas oublier le contrôle que nous, on a en allopathie. Parce que l'allopathie, quand même, c'est vrai qu'elle est très réglementée, on a une formation qualitative, très qualitative, sur le diagnostic, et on ne va pas passer à côté d'un certain nombre de pathologies graves. Il y a des gens qui pensent avoir de l'arthrose, puis finalement ils ont une polyarthrite rhumatoïde. Il y a des gens qui pensent avoir de l'arthrose, puis finalement ils ont une tumeur osseuse. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Donc nous, on est très bon pour faire des diagnostics, très bon pour faire un certain nombre de traitements. Et puis quand on associe nos prises en charge avec des médecines complémentaires, il faut qu'on puisse rester le référent du patient qui revient nous voir et qui travaille en association des thérapeutes et des thérapeutiques. Alors, je souffre d'une pathologie chronique. Effectivement, depuis, je pense, une vingtaine d'années à peu près, je souffrais d'une maladie rhumatismale chronique pour laquelle j'étais amené à prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires tous les jours. Je prenais jusqu'à 6 médicaments contre la douleur, des dérivés opiacés, et 2 anti-inflammatoires, et ça en continu depuis des mois, voire des années. Et malheureusement, au bout d'un moment, la pathologie devenait tellement douloureuse que j'étais toujours très stressé, agressif même, j'étais épuisé par cette maladie. Mais malgré tout, je gardais mon activité de pratique médicale et chirurgicale dont on sait que l'intensité fatigue déjà l'organisme, donc ça devenait vraiment difficile. Et un soir, un de mes amis américains, le professeur Jacques Celli, qui est un éminent anesthésiste américain, qui a été président de la Société américaine d'anesthésie, c'est donc quelqu'un de très largement reconnu dans le monde entier, cet homme-là était un de mes amis, il était chez moi, et me voyant souffrir malgré les médicaments, me dit « mais attends, je vais te faire de l'auriculothérapie ». Alors, pour la petite histoire, aux États-Unis, il y a quand même plus de 100 000 morts par an à cause des médicaments opiacés. C'est donc un vrai problème de santé publique. En France, je crois qu'on est à 7 000 à 8 000 morts. Et donc les Américains cherchent des voies alternatives pour éviter ces médicaments, ou en réduire en tout cas l'usage. Et donc le professeur Celli travaille beaucoup là-dessus, notamment sur l'auriculothérapie.
Alors on revient à mon histoire personnelle. Donc Jacques Chély était chez moi, il me dit attends, je vais faire quelque chose. Il me fait une séance d'auriculothérapie et là, magique. 2 heures après, j'avais plus de douleur. Là où je souffrais, j'avais l'impression que c'était gonflé et chaud, ce qui n'était pas le cas. Je regardais dans la glace, c'était ni rouge ni gonflé, mais j'avais un sentiment de bien-être, de soulagement. Et jamais au cours des 10 années précédentes, je n'avais eu un tel soulagement. Et là, la chape de plomb de la douleur, pouf, s'était évaporée. Alors, je me suis dit, j'ai dû boire un peu de champagne, j'étais détendu, c'était une bonne soirée. Voilà. Sur le moment, j'y ai cru qu'à moitié. Et puis, il m'a dit, tu verras, il faut faire quelques séances pour que ça se pérennise un petit peu. Et il se trouve que mon épouse, qui est médecin, a fait, à l'instigation de Jacques Chély, a fait le diplôme universitaire d'auriculothérapie. Donc lui, il m'a soigné un petit peu au début, puis elle, ensuite, a pris le relais. Et en quelques semaines, 2 ou 3 semaines, je ne prenais plus aucun médicament. Et cela fait 6 ans que je n'ai plus pris un seul médicament anti-inflammatoire et antalgique pour ma pathologie, qui revient de temps en temps, quand je suis un peu fatigué, un peu stressé, quand l'hiver arrive, le mauvais temps. Voilà, j'ai une séance, maintenant j'ai 2 séances par an en moyenne, parfois 3, et je suis soulagé pendant des mois et je n'ai plus aucune douleur. Pour moi, ça a été magique, donc ça a été une révélation, parce que j'avais conscience des médecines complémentaires, de leur existence, de leur efficience potentielle, mais je ne l'avais jamais vécu. Et quand on vit dans sa chair la douleur et qu'elle disparaît, là, ça vous transcende parce que vous pouvez enfin exprimer tout ce que vous avez au fond de vous qui est bloqué par cette chape douloureuse qui vous écrase. Et donc, ça a libéré une bonne partie de ce que je suis et ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique médicale parce qu'aujourd'hui, j'ai un regard sur la douleur d'autrui qui n'est plus du tout le même qu'avant. Alors, est-ce que je peux expliquer ce qu'est l'auriculothérapie ? L'auriculothérapie, c'est une médecine très ancienne qui a été inventée au XIIIe siècle et qui utilise des points réflexes. C'est une sorte de réflexothérapie. Alors, je suis pas un spécialiste de l'auriculothérapie, hein, je vous dis ça très simplement. On utilise des points réflexes qui sont situés sur l'oreille et qui sont en connexion avec le cerveau. Et là, il y a des bases neurophysiologiques qui ont été parfaitement validées par la médecine allopathique. Et en stimulant ces points sur l'oreille, on envoie des informations au cerveau qui va réagir en conséquence. En l'occurrence, sur la douleur, on va stimuler la capacité qu'on a intrinsèquement à rétablir un niveau acceptable de la douleur en produisant notamment des endorphines, un certain nombre d'hormones que notre cerveau est capable de produire. Et c'est par ce biais qu'on va, par cette stimulation, rétablir, si vous voulez, réguler un petit peu le thermostat de la douleur. Alors, dans ma pratique, dans mon expérience, ça s'est passé avec un petit crayon qui envoie du froid. On peut utiliser des aiguilles aussi, des petites aiguilles. Moi, je préfère le froid parce que je n'aime pas les aiguilles. Et on stimule donc avec un crayon qui fait pchit et qui envoie une cryoponcture, c'est-à-dire une petite piqûre par le froid. On stimule ces points. Alors, personnellement, j'y suis assez sensible, c'est-à-dire quand on me le fait, je sens qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est pas très douloureux, hein. Au pire, ça peut être un peu désagréable, mais dans l'immense majorité des cas, on sent rien ou 3 fois rien. Et l'effet peut être extrêmement rapide. Moi, dans ma pratique, c'est moins de 2 heures. C'est-à-dire quand on fait une séance, la douleur va s'estomper déjà au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je sens une différence. Et en 2 heures, la douleur est partie. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti avec l'auriculothérapie ? Dans un premier temps, sur la première séance, j'y croyais pas. J'étais soulagé de mes douleurs, je trouvais ça assez incroyable. Et c'est pour ça que je pensais que c'était parce que j'étais dans une soirée avec des amis, je m'étais dit j'ai bu un peu, ça a dû me détendre, voilà. Et puis quand je me suis réveillé le lendemain matin et que j'étais pas comme tous les matins hyper douloureux, hyper raide, complètement bloqué, je me suis dit quand même, tiens, c'est bizarre. Et puis ensuite, ça m'a apporté un apaisement, comme le faisaient les médicaments au début quand ils fonctionnaient. Quand vous prenez un médicament et que vous avez plus mal, ben voilà, ça vous apaise. Alors, il y a les effets secondaires potentiels. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Douleur d'estomac, le foie qui commence à plus rien supporter, les troubles digestifs liés à ces opiacés. Avec l'auriculothérapie, il n'y a pas ça, hein. Au pire, vous avez une petite cloque sur l'oreille, c'est rien du tout. Et effectivement, le fait d'être soulagé de la douleur, ben, ça permet de s'exprimer autrement que par la douleur. Quand vous êtes un douloureux chronique, les gens le voient.
On ne voit que ça d'ailleurs, parce que vous arrivez avec un certain stress que vous transmettez forcément aux autres. Vous avez beau sourire, on voit que vous êtes figé, que vous êtes tendu. Quand vous êtes en phase aiguë, douloureuse, vous êtes centré sur votre douleur et vous oubliez d'être en connexion avec les autres. Et quand on est médecin, c'est ennuyeux parce qu'on a besoin d'une certaine empathie, on a besoin d'écouter les gens. Et quand vous êtes concentré sur votre propre douleur pour essayer de la contenir, vous n'êtes pas ouvert au discours avec l'autre. Et ça fait partie de notre métier de médecin. Cette humanité, en fait, est abîmée et brouillée par la douleur. Le fait que la douleur soit partie, forcément, ça libère tout le reste. Et là, on se rend compte de ce qu'on ne faisait pas, on se rend compte du temps qu'on a envie de prendre avec les gens, qu'une consultation peut durer parce qu'on n'a pas forcément besoin de bouger, parce qu'on a mal en restant dans la même position. Et donc, moi, ça a révolutionné ma pratique. D'abord, pour moi-même, mon propre confort, mais certainement dans la relation avec l'autre et dans la compréhension de la douleur de mes patients. Alors, l'auriculothérapie et les études et les recherches qu'on a fait. Alors, effectivement, moi, je suis allopathe, j'ai une formation très technique, très rigoureuse, et dans ma formation, on fait de l'évaluation. On évalue les résultats de notre chirurgie, et quel que soit l'exercice que l'on ait, je pense qu'il est important de l'évaluer pour savoir si on fait bien, et savoir si on doit modifier des choses dans nos pratiques. Et donc, lorsque mon épouse a fait ce diplôme d'auriculothérapie, en deuxième année, parce que ça dure 2 ans, c'est quand même long, elle avait un mémoire à faire. Et donc, on a décidé de faire une étude randomisée en double aveugle. C'est le plus haut niveau de preuve scientifique qui existe, la randomisation. Les patients sont tirés au sort, et avec leur accord, bien sûr. Et en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni moi ne savions si ce qui avait été fait. Est-ce que c'était l'auriculothérapie avec le crayon quand on voit du froid, ou est-ce que c'était de l'air, un placebo, qui fait pchit aussi, mais qui n'a pas d'action. Et comme les patients étaient sélectionnés en n'ayant jamais eu d'auriculothérapie, quand ils entendaient le pchit, ils ne pouvaient pas comparer avec ce qu'ils avaient eu avant, parce qu'ils n'en avaient jamais eu. Ils ne savaient pas ce que c'était l'auriculothérapie. Donc cette étude randomisée et en double aveugle s'est faite sur une pathologie qui est la chirurgie du syndrome du canal carpien, une chirurgie assez peu douloureuse. On avait choisi cette chirurgie parce qu'on s'était dit, si jamais ça ne marche pas, c'est pas très grave, le résultat ne sera pas tellement changé pour les patients, et puis je leur prescrivais quand même des médicaments qu'ils pouvaient prendre si jamais ils avaient besoin. Et donc, mais d'un autre côté, comme c'est une chirurgie qui ne fait pas très mal, c'est difficile de mettre en évidence une différence d'efficacité. Quand vous traitez une pathologie très douloureuse et que les gens n'ont pas mal, c'est facile de faire la différence. Mais quand vous traitez une pathologie peu douloureuse et que les gens ont pas mal, c'est pas évident de faire la différence entre les deux. Donc on avait pris ce risque, et alors là, surprise, on a vu que les patients prenaient moins de médicaments. Quand ils avaient des douleurs, elles étaient moins intenses et elles duraient moins longtemps, et on a mis en évidence une différence qui était statistiquement significative. Donc sur une étude randomisée avec une significativité scientifiquement prouvée, on avait validé la méthode. Enfin, moi, je voulais valider la méthode pour la proposer à mes patients. On a présenté ces résultats au Congrès mondial de médecine intégrative aux États-Unis, au Congrès de la Société américaine d'anesthésie-réanimation. Je l'ai présenté aussi à 2 reprises en France dans nos sociétés savantes, avec certains de mes copains qui ont un peu souri au début sur la pratique. Et je crois que les gens ont été intéressés par le fait que voilà, on pouvait faire autre chose que donner du médicament. Et aujourd'hui, j'utilise l'auriculothérapie. Je suis en train de faire une nouvelle étude, une nouvelle évaluation. J'utilise l'auriculothérapie sur des pathologies chirurgicales beaucoup plus douloureuses. Quand les gens ont de l'arthrose du pouce, par exemple, je leur mets des prothèses. On coupe de l'os, on découpe des muscles, des ligaments, on tire sur ça. Ça fait mal quand même. Eh bien, j'ai certains patients qui ne prennent aucun médicament. Ils n'ont aucune douleur. Et ils me disent, docteur, c'est bizarre, j'ai pas eu mal, j'ai rien pris. Et effectivement, quand c'est efficace, ça diminue l'intensité de la douleur et sa durée. Et parfois, c'est tellement efficace que les gens n'ont pas mal du tout. Alors, je leur prescris des antalgiques. Je leur dis, si vous avez mal, évidemment, il ne faut pas vous priver de la médecine allopathique, parce que ça ne marche pas à tous les coups, l'auriculothérapie. L'intensité de la douleur est variable d'une personne à l'autre, et l'efficacité de la méthode est variable aussi. Donc, c'est ça la médecine intégrative, c'est qu'il ne faut pas séparer les options, il faut les conjuguer. Et en les conjuguant, j'ai des résultats post-opératoires qui sont bien meilleurs que ce que j'avais il y a 15 ans, quand je n'utilisais pas ces pratiques, avec, pour mes patients, des suites qui sont effectivement bien meilleures. Alors, comment j'envisage la collaboration ? Comme je vous l'ai déjà dit,
Pour moi, la médecine allopathique, qui est notre médecine conventionnelle, elle a quand même d'énormes avantages. C'est sa rigueur. Elle est aussi contrôlée par des organisations ordinales qui font attention à ce que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Et ça, c'est important parce que ça donne de la sécurité à nos patients. C'est la qualité, la sécurité, ça, c'est une nécessité absolue. Quand on collabore avec des médecines complémentaires, il y en a certaines qui sont plus ou moins réglementées, d'autres où c'est un peu plus nébuleux. Ce qui est très important, c'est de rester le maître du diagnostic et d'une partie du suivi du patient. Parce qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic, une maladie peut évoluer. C'est vrai que nous, on a cette rigueur en allopathie qui nous permet d'avoir une prise en charge sécurisée au maximum en termes de diagnostic, en termes d'options thérapeutiques. Mais c'est vrai que quand vous donnez un médicament au patient qui vous dit « mais je ne le supporte pas, il me fait mal au ventre, je ne dors plus la nuit ou je suis constipé », et qu'à côté de ça, vous lui proposez de l'acupuncture, de l'auriculothérapie ou de l'hypnose, et que le patient vous dit avec ça j'ai pas mal et en plus j'ai pas mal au ventre et je dors bien la nuit, pourquoi s'en priver? Voilà. Par contre, le patient continue effectivement de venir me voir régulièrement, que je contrôle l'évolution de sa pathologie. Si on voit qu'on a des dégradations, on peut changer notre fusil d'épaule, revenir vers la chirurgie, rajouter quand il y a besoin de la médecine allopathique. Et c'est cette association qui est essentielle. Alors ce qui est important, c'est aussi d'avoir des thérapeutes qui soient ouverts à la collaboration. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est la médecine allopathique qui ne veut pas de la médecine complémentaire. Il y a des médecines complémentaires qui ne veulent surtout pas de l'allopathie. C'est une absurdité sans nom. Il faut associer la médecine intégrative. C'est une association de compétences et de professionnels qui ont un objectif commun, c'est de soigner un patient. Voilà. Et donc si vous avez une exclusion des autres, ça ne marche pas. Pour moi, ce n'est pas de la médecine intégrative. Et pour collaborer, il faut connaître les gens. Voilà. Donc il faut les rencontrer, il faut rencontrer les praticiens. On échange par l'intermédiaire de patients au début, et puis on peut rencontrer ces praticiens, travailler avec eux, partager nos expertises et notre ressenti sur les patients un petit peu complexes. Alors mon rapport aux médicaments. Comme je suis allopathe, je prescris des médicaments quand c'est nécessaire. Quand vous avez une poussée douloureuse d'arthrose, avec une articulation très très gonflée, le fait de faire une injection de cortisone, ça peut soulager très très vite. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est une option. Et en pratique, moi ce que je fais, j'estime qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens. Je crois beaucoup à l'empowerment des patients, c'est-à-dire leur apporter notre connaissance. Alors évidemment, en 20 minutes d'une consultation, un patient ne peut pas comprendre ce que j'ai mis 20 ans à comprendre. J'ai mis 10 ans à me former, donc on doit avoir une simplification des informations. Néanmoins, les gens sont tout à fait capables de comprendre ce qu'on leur explique, si tant est qu'on ait envie de le faire avec simplicité. Et donc quand vous expliquez qu'il y a différentes options, chaque patient est tout à fait capable de choisir ce qu'il veut. Vous lui dites, voilà, les médicaments, voilà ce que ça va vous apporter, c'est pas inutile. Si vous les supportez pas bien ou si vous devez les prendre au long cours, peut-être qu'on peut associer d'autres thérapeutiques. Prenons l'exemple d'un anti-inflammatoire local. Vous avez des petits patchs anti-inflammatoires qui contiennent un produit que vous pouvez mettre sur la main. Vous pouvez mettre de l'argile verte aussi. Ce qui compte, c'est que le patient trouve ce qui lui convient. Si l'argile verte ne marche pas et que le produit anti-inflammatoire fonctionne, il prend le produit anti-inflammatoire. Et si inversement, il trouve que ça lui irrite la peau, il met l'argile verte, c'est un peu plus doux, c'est peut-être moins aigu comme action, mais si ça marche, c'est ça qui compte. Donc notre rôle doit être de renseigner, d'informer, d'avoir l'ouverture suffisante pour savoir que ce n'est pas hors moi point de salut, mais hors moi il y a d'autres options. En revanche, c'est vrai qu'on a cette rigueur en allopathie qui sécurise beaucoup la prise en charge. Et donc, moi, j'explique à mes patients qu'ils peuvent prendre les médicaments, que je leur prescris, que s'ils ont d'autres options qui fonctionnent, il ne faut surtout pas qu'ils s'en privent. Par contre, c'est important d'avoir un suivi, d'évaluer régulièrement l'efficacité de ce qu'ils font. Oui, tout à fait, le patient acteur de sa santé. Alors, on est dans une période où on enlève le surpouvoir des médecins de tout décider pour le patient qui est un bonnet qui ne connaît rien, pour aller vers un patient hyper sachant et un docteur qui n'est plus qu'un prescripteur. Alors il faut trouver le juste milieu si vous voulez. Le patient, malgré toute l'information qu'il peut avoir dans les livres, dans les consultations sur Internet, ne pourra jamais avoir la connaissance qu'a un médecin qui a 20 ans d'expérience et qui a mis 10 ans à acquérir cette connaissance. Par contre, personne ne connaît mieux son corps que le patient lui-même. Personne ne connaît mieux sa souffrance que le patient lui-même. Donc si on
on s'associe pas avec le patient dans la prise en charge, forcément, nous, on va arriver avec notre vision externe, on va dire, voilà ce que je vous prescris, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon diagnostic, la douleur et le résultat, c'est votre problème. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en vérité. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le tout sachant de l'un et le tout commandant de l'autre, et c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire c'est un dialogue qui doit s'installer avec confiance, sérénité, entre quelqu'un qui a une expérience et qui sait, quelqu'un qui a son corps, sa maladie, qui sait ce qu'il ressent, et on va essayer de trouver ce qui va lui être le plus favorable, ce qui va être optimal par rapport à ses désirs aussi. Vous avez des gens qui disent, attendez, je sais que si on me fait une injection de cortisone, j'aurai plus mal, mais moi je suis contre la cortisone. Pourquoi ? J'ai pas à juger de ça, je le respecte. Donc si on ne peut pas proposer un traitement, qu'est-ce qu'on peut proposer en complémentarité ? Il y a des gens à qui vous dites, vous pourriez essayer l'acupuncture. Ah non, surtout pas, je veux pas de piqûre. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et donc c'est dans ce dialogue, alors ça prend du temps, c'est sûr que ça prend du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au tarif que l'assurance maladie valorise une consultation médicale, il est compliqué pour un médecin qui est au tarif de base de prendre 45 minutes pour discuter avec son patient de tout ça. Alors, sur les possibilités que je propose, aujourd'hui, dans ma pratique, j'essaye de ne pas être trop dirigiste. J'essaye d'expliquer au patient ce qu'il a, quelles sont les principales options thérapeutiques, celles que je préconise parce que de mon expérience, voilà ce que j'ai plutôt envie de lui proposer, mais à la fin, c'est lui qui est soigné. Et quand je l'opère, c'est lui qui est du mauvais côté du bistouri. Donc c'est à lui de décider si ce que je lui propose est valable ou pas. S'il ne veut pas ou qu'il hésite, il ne faut surtout pas le faire. Parce que dans ce cas-là, vous violez la conscience du patient. Et à ce moment-là, les résultats ne seront jamais bons. Donc il faut laisser les gens prendre leurs propres décisions. Il y a des maladies graves sur lesquelles on va un peu forcer la chose parce que les gens n'ont pas forcément conscience de la gravité, du potentiel évolutif. Parfois, ils ne veulent pas l'entendre. Donc il y a des pathologies où on va être un petit peu plus proactif. Mais beaucoup de maladies sont des maladies chroniques, des maladies dégénératives dans ma pratique, et on n'est pas dans l'urgence. Donc il vaut mieux prendre le temps de donner au patient la possibilité de choisir son traitement, et s'il souhaite que je l'opère, par exemple, je vais lui expliquer comment ça se passe, et le jour où il a décidé, il revient me voir et on programme l'intervention. Alors quel serait mon souhait pour la santé ? Il est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques complémentaires, c'est un peu compliqué parce que c'est une culture que l'on n'a pas tellement. On n'est pas des Chinois, on n'est pas asiatique, on n'a pas cette culture millénaire. On a une autre culture qui est tout à fait respectable et valable. Et la médecine intégrative, justement, elle cherche à donner de la complémentarité dans la prise en charge. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a fait plusieurs programmes pour la médecine intégrative dans les pays où il y avait des médecines traditionnelles pour lesquelles on voulait apporter de la médecine allopathique. Pourquoi pas le faire dans l'autre sens ? Voilà. Alors, heureusement, les choses changent. Alain Toledano a créé, il est cancérologue, radiologue, il a créé un centre à Levallois-Perret qui est l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer. En fait, c'est même la maison du pendant-cancer, puisqu'il prend en charge beaucoup de patients qui bénéficient de l'expertise des meilleurs thérapeutes en cancérologie, mais aussi de plein de thérapeutes de médecine complémentaire. Et ils font une évaluation de ces pratiques, et les gens vont beaucoup mieux, ils ont des résultats incroyables. Alain Toledano a récemment obtenu une chaire d'enseignement au Conservatoire national des arts et métiers, ce qui prouve qu'on commence à s'intéresser à cette médecine intégrative, elle commence à prendre de la place. Alors nous, on a créé un centre de médecine intégrative ici à Montigny-le-Bretonneux en 2018. On a associé ces médecines, on a mis en place des protocoles d'évaluation. Bon, malheureusement, avec le Covid, ça a un peu perturbé les choses. Et puis, ce sont quand même des pratiques qui ne sont pas remboursées, ce qui fait qu'elles ont quand même un coût pour les patients. Et ce n'est pas toujours évident pour tout le monde d'investir dans ce genre de pratiques. Donc, on a simplifié, j'ai envie de dire, notre prise en charge aujourd'hui. Mais on a toujours cette petite musique qui nous dit qu'il va falloir qu'on agrémente un petit peu ce qu'on offre à nos patients, qu'on l'améliore. Et c'est vrai que l'expérience de l'Institut Raphaël nous encourage vivement. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'état d'esprit ? Je crois qu'il ne faut pas violer les gens et les structures.
il faut que la pensée fasse son chemin, il faut que les gens qui ont le pouvoir de décider, que ce soit des politiques ou des gens dans les autorités de santé, aient cette bienveillance de penser aux patients. Comment faire pour apporter le meilleur traitement possible, le meilleur soin possible aux gens, tout en sécurisant bien sûr ce soin. Donc peut-être qu'il faut mettre en place des réglementations, ça aiderait certainement. Assurément, il faut valoriser l'évaluation, qui n'est pas très très bien valorisée dans notre pays par rapport à d'autres. Et si on évalue ce qu'on fait, il n'y a pas de danger. Parce qu'on va tout de suite se rendre compte si on est bon ou si on n'est pas bon. Et si on n'est pas bon, il ne faut pas mal le prendre, c'est une chance d'être meilleur et de s'améliorer. Et donc nous, allopathes, qui avons l'habitude de cette évaluation, puisque aujourd'hui nos établissements de santé sont évalués, nous-mêmes les praticiens rentrons dans un processus quasi obligatoire d'évaluation, c'est à nous d'aider les thérapeutes qui n'en ont pas l'habitude de comprendre l'intérêt qu'a cette évaluation. Surtout que si on la fait conjointement, moi j'ai pu montrer dans la chirurgie du canal carpien la série de patients opérés sans auriculothérapie avec une prescription médicamenteuse classique et les patients traités avec auriculothérapie avec une prescription médicamenteuse qu'ils prenaient ou pas, et les patients traités avec le placebo, l'auriculothérapie. Donc on a fait cette étude contre placebo, mais aussi on a étudié l'effet placebo par rapport à un groupe témoin. Et donc voilà, il fallait juste accepter de mettre en place cette comparaison. Et mon épouse, qui est médecin spécialiste et qui est une férue de publications scientifiques, puisqu'elle a publié parmi les plus grandes revues scientifiques mondiales, pour elle c'était une évidence, c'est-à-dire que jamais elle n'envisageait une pratique d'une pratique complémentaire comme l'auriculothérapie sans l'avoir évaluée. C'était un prérequis. Voilà. Donc je pense qu'il faut encourager les bonnes volontés, il faut que les autorités de santé s'emparent de ces pratiques qui peuvent effectivement être dangereuses si elles sont mal régulées, parce que n'importe qui peut dire qu'il fait telle ou telle pratique s'il n'y a pas de contrôle de sa formation et de son diplôme. Et c'est ce qui d'ailleurs a probablement terni l'image d'un certain nombre de ces médecines complémentaires, parce qu'elles ont été faites pour certaines par des gens qui n'étaient pas très très soucieux du bien-être du patient, du résultat et de l'évaluation. Donc si on met en place une certaine rigueur, tout en laissant la liberté de la pratique bien évidemment, mais une certaine rigueur, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Pour conclure, je dirais que si on regarde le passé, on est mort demain. Et si on imagine l'avenir que l'on peut avoir, alors le champ des possibles est totalement ouvert. Il ne faut pas renier ce qu'on a fait, c'est très bien. L'allopathie est une pratique extrêmement rigoureuse, extrêmement bien verrouillée, extrêmement sérieuse, mais elle atteint des limites, sur les maladies chroniques notamment, et je pense que lui associer des pratiques complémentaires dans les règles qu'on a évoquées auparavant, c'est donner des chances supplémentaires à nos patients, sans rien enlever de ce qu'on fait, sans rien enlever de l'expertise de notre médecine, qui est une médecine très qualitative.